Alors, si j'essaye, ça marche? Bah non. Pas de chon, pas de chon. Il faut que je vise où? Ok. Parfait. Merci de venir me voir. Donc, mais vous savez qu'il se passe un truc là à 16 heures en fait. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant quand même qu'il y a Greensman contre Messi. Vous voulez le score? Ou est-ce que vous voulez que je vous tienne au courant du score au fur et à mesure de la conf? Non? Parce que c'est quand même un truc qui se déroule qui est hyper important dans l'histoire de France, même de l'histoire de l'humanité. C'est quand même la Coupe du Monde. Vos enfants vous en parleront plus tard. Tu te rappelles, tu m'avais bougé d'aller au cabaret sauvage. J'ai pas pu voir France-Argentine. Peut-être que l'histoire de l'humanité, en fait, ça se déroule ici, en fait, hein, sous le chapiteau. Mais bon, je vous laisse juge. En plus, c'est le premier jour des soldes. Puis c'est la Gay Pride. Enfin bon, je veux dire, envers et contre tous, hein. Donc là, vraiment, j'ai la crème, j'ai le haut du panier. Là, j'ai le meilleur du meilleur. Donc merci d'être là. Je vais vous parler pendant 4 heures de moi. Ouais. Non, non, je vais vous expliquer. Donc voilà, vous connaissez peut-être, mais ça fait 4 ans qu'on vit le zéro déchet en famille. On a sorti un guide, etc. Et je parcours un petit peu partout maintenant la francophonie pour expliquer ce mode de vie que l'on a développé en famille. Et voilà, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi on s'y est mis, parce que nous, ça nous est pas arrivé un matin. On a lu un guide sur le zéro déchet, on se dit ouais, c'est parti, on y va, chouchou. Il a fallu qu'on invente. Donc j'ai expliqué pourquoi on s'y est mis. Je vais vous expliquer comment on s'y est mis. Qu'est-ce qu'on a testé, quels ont été nos échecs, etc. Et c'est une belle aventure pour ceux qui font du zéro déchet. D'ailleurs, qui fait du zéro déchet dans la salle? Levez la main. Oh là là, mais le haut du panier, quoi. La crème. Et je vais vous expliquer surtout ce qu'on a trouvé et que vous commencez à trouver, ou vous avez déjà trouvé en vous mettant au zéro déchet, vous, dans votre vie, c'est-à-dire un autre mode de vie, un mode de vie en transition écologique, un mode de vie avec une qualité de vie augmentée, comme les lunettes. Vous êtes prêts? J'ai qu'une heure. D'habitude, j'en fais 2, donc il va falloir que je me presse un peu, donc je vais pas trop traîner. Comme je suis poli, je vous présente quand même mes poubelles. Et oui, c'est ça, hein, c'est ce qu'on fait dans le zéro déchet. Donc Martine, c'est notre dernière poubelle, c'est celle qu'on a gardée 6 mois. Depuis, elle est partie. Et surtout, on a accueilli Bob. Bob, c'est notre bocal. Lui, il est carrément dans le canapé, il s'incruste, il boit l'apéro, puisque le Bob, c'est un bocal qu'on fait en 1 an à 4. Je voulais amener 1 an à 4 de déchets, le voici, le voilà. Vous dire qu'on est les meilleurs, c'est pas l'objet, c'est vous dire que c'est possible. 3 ans avant Bob, on avait une poubelle à peu près tous les 4-5 jours. Donc en 3 ans, on est passé à un bocal en 1 an. Donc si vous voulez le faire, c'est possible. Je vais vous expliquer comment. Je vous le passe. Adrien, s'il te plaît, pas de blague, tu mets pas un chewing-gum pourri dedans, je te connais. Merci. Pourquoi on s'y est mis, je vous l'ai dit. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'éducation de l'environnement, l'écologie, l'humanitaire. J'ai commencé dans une animation socio-culturelle de base, BAFA, BFD, etc. J'ai géré des centres éducatifs à l'environnement avec l'association Temps Jeune. Et je suis un passionné de glisse, de surf, de snowboard. Et en 2001, on avait créé Mountain Riders avec une bande de copains. Et là, on a commencé à ramasser les déchets sur les pistes de ski, comme le mouvement Surfrider Foundation que vous connaissez, qui fait ça à l'océan. Et c'est là que les déchets sont rentrés dans ma vie, en 2001. Je suis passé par toute une série d'ONG, j'ai participé à plein de programmes. J'ai surtout vécu les années 2000, vous savez, les années de développement durable. Vous vous rappelez, hein, avec les Grenelles de l'environnement, le pacte écologique à l'époque, j'étais partenaire avec Nicolas Hulot, on était derrière lui, on était à fond. Bref, on a vécu toutes ces années absolument fantastiques qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces années-là, voici ce que j'ai vu, moi, dans l'environnement. Voilà ce que j'ai vu au quotidien. Voilà les programmes auxquels j'ai participé. J'habite dans les Landes, vous connaissez peut-être à Hossegor, Cabreton, d'accord? Non mais les Landais, il faut toujours qu'ils... Hein? Calme-toi, on se voit après, à la Peña. En bas à droite, vous voyez, c'est ma plage au mois de janvier. Voilà un petit peu l'état des plages et des océans pour vous donner une petite idée. Donc moi je le vis évidemment depuis 15 ans, mais je le vis surtout au quotidien, l'hiver, puisque j'y vais avec mes enfants pour leur montrer. Et puis bien sûr, on ramasse les plastiques. Voilà ce qui se passe avec notre mode de vie. On rejette beaucoup de plastique. Ce que vous voyez sur la plage là n'est qu'un petit échantillon.
un petit échantillon. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 200 kg de déchets arrivent chaque seconde dans l'océan. 200 kg chaque seconde, les 3/4 vont couler, vont être ingérés par les mammifères marins, par les poissons, par la faune aquatique. On estime que c'est à peu près 100 000 mammifères marins qui meurent chaque année d'ingestion plastique, à peu près 1 million d'oiseaux marins aussi. Vous avez ici un fulmar. En décomposition, on voit son estomac, on retrouve des briquets, on retrouve des polystyrènes, on retrouve des plastiques, des bouchons de bouteilles d'eau minérale. Voilà tout ce qu'on peut trouver dans un estomac de fulmar. Et puis surtout, une partie des déchets va circuler. Va circuler sur Terre, va circuler avec les gyres, ce qu'on appelle les gyres, les grands courants marins, qui vont emmener ces déchets-là, qui flottent, et vont les regrouper dans différents endroits du globe, puisque la Terre est ronde, et constituer ce qu'on appelle les continents de déchets. Ça, vous les connaissez maintenant, on appelle ça le 7e continent. Dans ces zones-là, on estime qu'il y a 5 fois plus de plastique que de plancton. Et surtout, ce que j'avais envie de vous expliquer, c'est que ce plastique-là, une fois qu'il est dans l'eau, il va se dégrader. Il va se dégrader sous l'impact des UV, de l'iode, de l'eau. Ces petits plastiques-là vont devenir des fragments de plastique, des microplastiques à 10-6, des nanoplastiques à 10-9. Ce plastique-là va rentrer dans la chaîne alimentaire en profondeur. Ce plastique-là n'est pas neutre puisqu'il est chargé en phtalates, en bisphénol, etc. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire dont nous faisons toujours partie. Cette pollution-là, on ne va pas la rattraper. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, on estime que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Voilà un petit peu le point aujourd'hui sur notre pollution de déchets et surtout du plastique. C'est un fléau. Voilà, donc quand on nous dit on va recycler le plastique et tous les plastiques vont se recycler d'ici 2025, je dis non, il va falloir mettre un plan de sortie du plastique et surtout du sortie du plastique jetable. Ça va être indispensable. Voilà un petit peu ce que j'ai vu partout. Pourquoi on a autant de plastique? Pourquoi on a autant de déchets partout? Parce que tout notre système est basé sur la croissance, basé sur la consommation. Alors j'aurais dû écrire sur consommation, hyper consommation. Je ne vais pas vous faire le débat de la croissance. Par contre, ce que je vais expliquer, c'est sa traduction écologique. C'est ce qui m'intéresse. Pour avoir un bien à mettre dans votre caddie que vous avez là, comme aujourd'hui, pour les soldes, Paris, il va falloir qu'on extrait de la matière. La planète nous donne tout, elle est d'une générosité absolument incroyable, et nous puisons sans fin. Cette matière-là, il va falloir la transformer exclusivement avec de l'énergie. Aujourd'hui, sur Terre, la majorité de la transformation énergétique est faite avec du pétrole et du charbon de bois. Il va falloir de l'eau. Tous les process industriels nécessitent aujourd'hui beaucoup d'eau. Un t-shirt, c'est 8000 litres d'eau. 1 kilo de bœuf, 15 000 litres. 1 litre de diesel, 7 litres d'eau. L'eau est partout et on va obtenir un objet, un bien de consommation qu'on va utiliser, avec lequel on va pouvoir jouir, consommer, qui va finir forcément en déchets. Nous sommes aujourd'hui dans un système de production qui est linéaire. On extrait, on transforme, on consomme. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin avec ces objets? On est aujourd'hui très loin de l'économie circulaire dont on nous rabat les oreilles toute la journée. On en est très loin. Et si vous regardez bien dans votre vie de tous les jours, vous êtes entouré de déchets en sursis. Ce sont tous les biens que l'on consomme et qui vont forcément avoir une fin de vie. Est-ce qu'on a réfléchi à cette fin de vie? Est-ce qu'on a réfléchi à l'éco-conception de ces objets? La plupart du temps, je peux vous le dire, c'est non. Est-ce que ce micro-là va être recyclé en fin de vie? Est-ce que ça va faire partie de l'économie circulaire? Ce pointeur-là, cette table-là, cet écran, la plupart des objets qu'on a autour de nous, et c'est valable dans notre vie quotidienne, vont un jour finir en déchets. Et ça représente tout de même 390 kilos de déchets par an et par Français. Alors quand j'ai commencé à faire tout ça, il y a une quinzaine d'années, j'étais avec l'ADEME, je faisais les programmes, vous savez, réduisons, ça déborde, j'allais dans les écoles avec le monsieur déchet, tout ça. On parlait de 360 kilos de déchets il y a 15 ans. Aujourd'hui, on parle de 390 kilos. La courbe a continué à monter. Et si j'ajoute tout ce qu'on met en déchetterie, c'est 590 kilos de déchets par an pour chaque Français. Et j'ai un scoop à vous donner. Ces 590 kilos de déchets, ce n'est que la partie visible de votre iceberg. Ce n'est que la partie que vous voyez. Ce sont les déchets que vous avez dans les mains, que mettez vous-même dans la poubelle ou à la déchetterie. Mais la majeure partie des déchets que l'on produit, que vous produisez, vous ne les voyez pas. Ils sont
cachés, ce qu'on appelle les déchets cachés. Ils sont liés au process de fabrication de tous ces objets dont je vous parle. Prenons l'exemple de la brosse à dents. Une brosse à dents, en fin de vie, vous allez avoir 30 grammes de déchets à mettre vous-même dans la poubelle. 30 grammes. Mais cette brosse à dents, rappelez-vous la petite équation que je vous ai donnée tout à l'heure. Il a fallu extraire de la matière, il a fallu la transformer, il a fallu la conditionner, il a fallu la transporter, la distribuer, bref, l'amener jusqu'à votre salle de bain. Tout au long de la chaîne de vie de cette brosse à dents, c'est 1,5 kg de déchets qui ont été produits. Vous ne les avez pas vus, et pourtant, ils vous appartiennent. Et toute notre vie, toute notre consommation est comme ça, elle est cachée. Aujourd'hui, si je prends l'industrie, l'agriculture et le BTP en France, ces déchets cachés représentent 14 tonnes annuelles par personne et par an. Et ce n'est que l'activité à l'intérieur de nos frontières. Aujourd'hui, vous savez que la majeure partie des déchets, en tout cas des produits que l'on consomme, sont produits loin, sont délocalisés majoritairement en Chine, qui est l'usine du monde. Et la Chine n'est pas franchement un modèle aujourd'hui de transparence. Donc je ne peux pas vous donner le tonnage de déchets cachés liés à toute cette consommation délocalisée. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est que pour un Européen, pour assurer son mode de vie, il faut 50 tonnes de ressources annuelles. 50 tonnes de ressources que l'on va prélever à la planète ou consommer, comme la biomasse pour l'agriculture. 50 tonnes, ce qui signifie qu'on prend trop. On prend trop, on vise ce qu'on appelle aujourd'hui un crédit écologique. On ne laisse pas le temps à la planète de se régénérer. D'accord ? 50 tonnes de ressources, ça signifie qu'on est à crédit aujourd'hui à partir du 5 mai. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. On a consommé, prélevé, impacté notre planète en 4 mois, ce qu'on devrait faire en 12 mois. Quand je faisais l'empreinte écologique du WWF, il y a une quinzaine d'années, pareil, j'allais dans les écoles, j'allais dans différentes entreprises et je faisais calculer l'empreinte écologique des gens. On parlait d'un jour du dépassement au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'en 15 ans, on est passé de ce jour de dépassement en octobre à mai, le 5 mai. On continue de reculer. On a vécu les années de développement durable, on a vécu les Grenelles, on a cru qu'on allait y arriver, on a pris une sensibilisation et une prise de conscience énorme dans la population, et pourtant, toutes nos courbes, vous l'avez vu, 360 kg, 390 kg, le jour du dépassement, toutes les courbes, les indicateurs continuent de nous signifier qu'on surconsomme et que notre système continue d'évoluer vers la surconsommation. Alors, trop de ressources, je vous l'ai dit, il faut transformer ces ressources avec de l'énergie. On émet trop de CO2, changement climatique. Je vous ai dit, il faut de l'eau pour tous les process industriels. Aujourd'hui, la moitié des masses d'eau est en surexploitation. 2/3 de l'eau douce est au-delà de sa capacité d'assimilation. Voilà l'empreinte écologique aujourd'hui que l'on a sur la planète. Voilà l'état de notre planète. Voilà notre empreinte écologique. Alors vous l'avez compris, c'est lié directement à notre système de consommation, à notre mode de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous individuellement responsables, donc une part de la solution. C'est là que le zéro déchet devient intéressant, puisque chacun va pouvoir se mettre en démarche de réduction et avoir une démarche de réduction de son empreinte écologique personnelle et donc de l'effet global. Voilà ce que je vous ai résumé très rapidement en 10 minutes. Je l'ai raconté pendant 15 ans. Je pensais être bon, vraiment, mais bon, vu que toutes les courbes ont continué à grimper, j'ai pas dû être si bon que ça. Puis surtout, je pensais être écolo. Je pensais avoir fait tout ce qu'il fallait faire. J'avais un compost chez moi, j'achetais du bio, j'avais une AMAP. Ma première AMAP, je l'avais signée en 2006, 2 ans de topinambour à l'époque. Je peux vous dire qu'on était motivés. Hein, oui, les choux raves, tout ça. Bah, c'est les semences paysannes, hein, il fallait être solidaire. Donc du coup, vraiment, je pensais être bon. Et pourtant, j'avais une poubelle chez moi. J'emmenais les enfants avec Surfrider Foundation sur la plage, on ramassait les plastiques sur la plage et je rentrais pour en mettre dans ma poubelle. C'était la schizophrénie totale à la maison. On en a eu ras-le-bol. Donc on a pris notre poubelle, c'était l'été 2014, et on l'a renversée dans le jardin pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dedans. Vous l'avez vu, essentiellement du plastique, de l'emballage, de l'aluminium, etc. Et on a démarré notre démarche zéro déchet en se disant, est-ce qu'on peut se passer de tout ça ? C'est comme ça qu'on a démarré. Est-ce qu'on peut commencer à vivre, manger, jouer, etc., sans avoir tout ça ? Tout le monde nous a dit, bah non, c'est pas possible, vous allez crever de faim. Et on a démarré. Première année, on est passé à une poubelle tous les 3-4 jours, comme je vous l'ai dit, à une poubelle par mois. Deuxième année, on est passé à une poubelle en 6 mois. C'est là que Martine est rentrée dans notre vie.
Et la troisième année, on est passé à une poubelle, un bocal par an. Voilà l'évolution qu'on a eue. Comment on a fait? C'est assez simple. On s'est posé devant cette poubelle-là et chaque déchet, on les a pris. Chaque déchet, on les a analysés et on se dit que, première chose, si je ne veux pas les avoir à la maison, eh ben, il ne faut pas les acheter. C'est la première conclusion. Refusez les déchets, empêchez-les de rentrer chez vous. Et forcément, vous allez vous poser une deuxième question qui est quelle solution j'ai pour le remplacer? Comment je vais pouvoir continuer à manger, à jouer, à me déplacer, etc. en produisant le minimum de déchets? C'est ce qu'on s'est posé comme question et ça a été un jeu. On s'est pris au jeu pendant un an parce que le but au départ c'était un an, puis après c'est devenu un mode de vie. Et on s'est pris au jeu. Comment remplacer l'emballage du beurre? Comment remplacer l'emballage des goûters? Comment virer l'emballage des pâtes, etc., etc. Et toute notre vie a été modifiée comme ça. Et puis surtout, quand on a compris que tout ce qui était chez nous allait finir dans la poubelle, on s'est dit waouh, il va falloir vraiment qu'on se bouge. Parce qu'on a regardé un petit peu nos placards, on a regardé nos pièces et on s'est dit, c'est là qu'on a compris que tout ce qui était chez nous était un déchet en sursis. Donc on s'est posé la question de l'avoir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qui est là? Et on a commencé à vendre. On a commencé à vendre sur les vides-greniers pour se désencombrer, pour éviter d'avoir tout ça à la fin de vie dans notre poubelle. Pendant 2 ans et demi, on a fait des vides-greniers et on a tout vendu. On a viré tout ce qu'il y avait dans le garage, viré tout ce qu'il y avait dans les étagères, etc., etc. Et puis surtout, on s'est posé la question des besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce 14e pantalon pour mettre au-dessus du 13e dans mon placard? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce jeu en plastique alors que les placards de mes enfants sont remplis de jeux en plastique qu'ils n'utilisent pas? Et on s'est posé à chaque fois la question de l'achat et du besoin. La plupart du temps, la réponse a été non, j'en ai pas besoin, j'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison. On a tout ce qu'il faut vraiment à la maison. Et puis surtout, quand on a dû acheter, on est allé acheter d'abord de l'occasion. On cherche toujours à trouver ce dont on a besoin d'occasion, que ce soit les vêtements, que ce soit les jeux, le vélo, etc., pour essayer de réduire un maximum les achats neufs. Pourquoi? Parce que quand vous achetez l'occasion, vous faites un vrai acte écologique. Vous allez acheter quelque chose qui existe déjà. Vous allez allonger la durée de vie de quelque chose qui est déjà sur Terre. Donc vous allez éviter, rappelez-vous la petite équation, d'aller prélever de la ressource, de consommer de l'énergie et de consommer de l'eau. Aujourd'hui, la consommation d'occasion, c'est un vrai acte écologique. Et la durée de vie, le premier critère quand on fait une ACV d'un produit, c'est-à-dire qu'on analyse le cycle de vie d'un produit, le premier critère le plus important, c'est la durée de vie. Si au lieu de durer 1 an, le produit dure 10 ans, vous réduisez l'impact par 10. Voilà ce qu'on a fait au maximum de l'occasion et quand on a dû acheter neuf, on a essayé d'acheter autrement. Et d'abord, évidemment, des choses qui durent le plus longtemps. Donc des choses qui soient réparables. Et puis des choses qui soient éco-conçues, labellisées évidemment, et des choses qui aient une durée de vie assez longue et surtout une fin de vie vertueuse. Je vous présente un de ces objets. Ma gourde, elle est durable, elle est réparable, elle est labellisée, surtout elle est recyclable. En fin de vie, l'inox est recyclable 100% à l'infini. Imaginez le nombre de bouteilles en plastique dans ma vie que je peux éviter avec ça. Et surtout, je vais la garder pendant au moins 20 ans. Ça, c'est un vrai objet écologique. Et pour tout, on a essayé de faire comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais prenons par exemple le cas de l'alimentation. L'alimentation, vous l'avez compris, ça génère beaucoup d'emballages, essentiellement en plus en plastique. Aujourd'hui, on ne va plus en supermarché, ou vraiment pour le dépannage. Édouard est devenu notre petit arabe du coin, finalement, et on y va très peu. On a d'abord trouvé notre maraîcher local, et je vous invite à le faire, que ce soit sur le marché, que ce soit une AMAP, un réseau de cocagne, etc., et d'aller faire des courses de fruits et légumes. Le fruit et légumes, ce sont la base de l'alimentation, et surtout, vous allez éviter un maximum d'emballage. On y va avec notre panier. Dedans, on a quelques sacs à vrac et quelques tupperwares, enfin boîtes en verre. Ensuite, une fois qu'on a acheté nos fruits et légumes, on va au magasin de vrac et on va acheter la farine, le sucre, les fruits secs, tout ce dont on a besoin pour manger. Ensuite, on va aller chez nos commerçants. Pour le fromage, on va prendre le fromage à la coupe dans notre petite boîte. On va prendre le beurre à la coupe dans notre petite boîte, la crème fraîche dans notre pot. Emballer, c'est peser et on va éviter un maximum de déchets. Alors pour ceux qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas le temps, j'aime bien aller en grande surface, parce que j'ai tout au même endroit. » Là, sur le marché, vous avez tout au même endroit. Vous pouvez faire vos courses au même endroit et surtout, vous sortez des néons, vous lâchez le caddie
et vous discutez avec les gens qui sont autour de vous. On me dit souvent, j'ai pas le temps. Moi, je trouve que ce temps-là, non seulement il est plus court, mais en plus il est de qualité. C'est-à-dire que faire son marché, se retrouver avec ses copains sur le marché, c'est un vrai temps de qualité. Voilà ce que ça donne en image. La fameuse cagette de légumes, tout ce qui est fromage, etc. en produits frais. Pardon, dans une boîte en verre, un bocal. Et puis autour de nous, on a des bocaux un peu partout avec voilà, la farine, tout ce dont on a besoin. Voilà pour l'alimentation. On a pu, en cherchant nos solutions localement, facilement, éviter la plupart des déchets. Et au miracle, au passage, on a trouvé le goût. Car vous remangez une alimentation qui a un vrai goût et qui en plus, pour la plupart, qu'on achète, est bio, local, de saison. Vous changez en plus de système. Comment on a fait pour ce qui est de la cosmétique? Alors, je ne vais pas vous faire toute la maison, mais je vous en présente un deuxième exemple. La cosmétique, c'est tout ce qui est la salle de bain. Voilà à peu près le bilan annuel en déchets d'une personne qui se lave, un Français, normal, hein, a priori c'est votre cas. Des gels douche, du shampoing, des dentifrices, etc., des serviettes hygiéniques, des applicateurs de tampons, tout ça va être cumulé à l'année. Les applicateurs de tampons d'ailleurs que l'on retrouve sur la plage, évidemment, hein, tout ce que l'on jette dans les toilettes. On n'est pas déconnecté du milieu, hein, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on fait partie de la chaîne alimentaire. C'est valable aussi dans votre maison, tout ce que vous allez mettre dans vos toilettes, les tampons, les cotons-tiges, les lingettes, tout ça va se retrouver à la station d'épuration, on va dégriller, on va retenir. Sauf que ce jour-là, il pleut beaucoup, et quand il pleut beaucoup, les réserves d'eau sont vite pleines. Au bout de 3-4 heures, tout ce qui arrive va être déversé. Du coup, tout ça va se retrouver dans le milieu. On est toujours connecté au milieu, même depuis notre lavabo. Alors, nous, du coup, on les retrouve sur notre plage, on s'en sert hein, avec mon fils. Ah, c'est vrai que c'est sympa. On peut faire des petites tourelles pour les Playmobil sur les châteaux forts, tout ça, c'est sympa. Ça, c'est le bilan de la salle de bain après le zéro déchet. Il nous reste, vous l'avez vu, quelques brosses à dents en bois, un petit peu d'huile essentielle, et puis la cup de madame. Alors la cup, moi je trouve que c'est un vrai objet écologique, un vrai objet zéro déchet. D'abord, elle l'a acheté 15 € il y a 7 ans. Imaginez les économies qu'elle a pu faire en 7 ans. Surtout, elle ne met pas de produits toxiques, hein, vous savez, des tampons et des serviettes contre ces muqueuses. Et puis elle me dit, c'est génial, c'est super pratique. Elle me dit, je l'oublie. Moi, vu où c'est vrai que je ne l'oublierai pas, hein, personnellement. Bon, enfin, pas d'ovaire, pas d'avis, hein, elle me dit. Oui, oui, chaque mois, elle me dit. Et la cup, voilà, la cup, ça nous permet d'éviter toutes les serviettes, tous les tampons et une quantité de déchets absolument phénoménale. Ça, c'est notre salle de bain. Voilà, aujourd'hui, ce qui nous reste. On a beaucoup, beaucoup moins. Encore une fois, on se retrouve la démarche minimaliste dans notre salle de bain. Il nous reste donc des brosses à dents en bois, des brosses à cheveux en bois, des brosses à ongles, le savon en vrac, les mouchoirs en tissu, évidemment, hein. On est revenu aux mouchoirs en tissu, ça marche très bien, moi je préfère, hein, éviter le mouchoir en papier. La cup et les serviettes hygiéniques de madame. Voilà à peu près ce qui nous reste. Les lingettes démaquillantes, évidemment, en lavable. Et puis le dentifrice. Moi j'ai toujours eu ce tube en plastique, vous l'avez vu. Mais la première fois on a vu ça, comme tout le reste, hein, on était devant notre poubelle, comment on va faire avec ce tube en plastique? Alors on a cherché sur internet, on a cherché des recettes de dentifrice, on en a essayé plein. Je vous donne celle qui nous convient aujourd'hui, une cuillère de bicarbonate de soude, 3 cuillères d'argile blanche, quelques gouttes d'huile essentielle, et là vous avez un dentifrice qui vous coûte, allez, 40 centimes, qui vous évite un déchet, et puis surtout, comme beaucoup de choses dans le zéro déchet, je vous dis tout à l'heure qu'on mangeait bio, là on détoxifie complètement notre salle de bain. Plus de produits chimiques dans notre salle de bain, et je peux vous assurer déjà que dans le dentifrice, on retrouve des perturbateurs endocriniens comme le triclosan, par exemple, qui est sur la liste rouge européenne. Voilà, c'est aussi ça le zéro déchet, c'est qu'on va détoxifier un maximum son environnement direct, alimentation, cosmétiques, hygiène, produits en règle générale, en essayant d'enlever l'emballage. On sort de la démarche industrielle, on sort des produits industriels, et du coup, on va sortir de tout ce qui est chimique. Et donc protéger sa santé et celle des enfants sur le long terme. Je vous l'ai dit, le zéro déchet, finalement, ça a des répercussions qui vont beaucoup, beaucoup plus loin que le simple emballage et le simple déchet. Voilà, puis à la maison, on a essayé évidemment d'enlever tout ce qui allait arriver dans notre poubelle. Alors je vous la fais simple, on a viré surtout tout ce qui était en plastique. Et on allait vers des matières qui sont beaucoup plus nobles, durables, réparables, et surtout qui ont une fin de vie
qui est vertueuse. Le bois, l'inox, le métal, le verre. Je vous ai mis quelques exemples sur l'image. Par exemple, la passoire est en métal, la bouilloire est en inox, toute notre batterie de cuisine est en cuivre ou en inox. On a arrêté d'acheter du Tefal qui ne se recycle pas et pour manger du plastique. Nos bols sont en bois, etc., etc. Tout l'intérieur de notre maison, aujourd'hui, est devenu beaucoup plus durable et vertueux. Et puis en plus, si on les achète d'occasion, encore une fois, vous êtes dans une démarche qui est complète. Pour les vêtements, c'est pareil, on a eu une démarche de réduction d'achat du neuf et on allait essentiellement vers de l'occasion. Les 2 tiers des vêtements pour les 2 adultes de la maison sont d'occasion. Et pour les enfants, c'est quasiment 95%. C'est fou ce qui circule en occasion, en vêtements pour les enfants. Et là, encore une fois, on va éviter de consommer du neuf. Donc éviter, encore une fois, rappelez-vous, de consommer de la matière, de l'énergie, de l'eau, etc. Et avoir une démarche à la fois de réduction de ses déchets, mais à la fois d'une réduction de son empreinte écologique globale. Et pour tout ce qui est à la maison, eh ben on a réduit. On a surtout arrêté de consommer, arrêté de posséder, et on est allé vers des choses mutualisées. Je prends l'exemple du bricolage. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose qu'on ait tous une perceuse à la maison, qu'on ait tous une tondeuse dans le jardin, qu'on ait tous tous les outils à disposition? Est-ce qu'on ne peut pas les partager, les louer, par exemple? Moi, je rêve d'espaces mutualisés, comme la ludothèque pour les enfants. Pourquoi on n'aurait pas une bricothèque? Une bricothèque à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle de la rue, du lotissement. Là, on va pouvoir mettre tous les outils dont tous les habitants du coin vont pouvoir se servir. Et puis là, les gars, on va se retrouver, je dis les gars, encore hyper sexiste, mais on va se retrouver à la bricothèque, on va pouvoir boire un coup, partager, puis se filer la main. Tiens, mais viens tondre avec moi, bah ouais, je te fais la haie, puis après tu viens chez moi. Ce que faisait mon grand-père dans son village quand il se retrouvait avec toute la communauté pour se prêter les outils. Et on sortirait d'une consommation et d'une possession individualisée. C'est valable pour le bricolage, mais c'est valable pour le jardinage, pour le loisir, pour la cuisine, pour les jeux. Il y a énormément de choses qu'on pourrait aujourd'hui mutualiser et partager l'utilisation d'un seul objet plutôt d'en avoir un chacun. Voilà, et puis surtout, bon ben, pardon, j'essaye d'aller rapidement, mais voilà, aujourd'hui on a à peu près trouvé notre organisation. On a cherché partout, on s'est pris au jeu, je vous l'ai dit. On a essayé de réduire. On s'est rendu compte que, à la fois en faisant du local, à la fois en faisant de l'occasion, on arrivait à réduire une quantité de choses qu'on en achetait au départ. Il nous reste quelques petites choses pour lesquelles on n'a pas aujourd'hui de solution. La première chose, c'est le vin, le verre, hein. On achète des bouteilles en verre chez notre caviste, parce qu'aller chercher toujours le même vin à la Biocoop en vrac, ça nous sort un peu le... Donc on aimerait bien avoir à chaque fois un vin différent, des millésimes différents. On habite dans le sud-ouest, 18 AOC différentes, puis comme ma femme est alcoolique en plus... Non, si. Et on aime bien acheter des bouteilles de vin, du coup on se retrouve toujours avec la bouteille en verre, que l'on va casser, que l'on va recycler, avec un cycle qui va évidemment consommer énormément d'énergie, plutôt qu'avoir la consigne qui va nous permettre de réutiliser ces bouteilles. Je n'ai pas la consigne aujourd'hui là où j'habite dans les Landes, donc je me retrouve avec ces bouteilles en verre. Les médicaments, vous avez vu dans le bocal, il en reste. Les médicaments aujourd'hui, cette petite plaquette en aluminium et en plastique, elle n'est pas recyclable, hein. Donc tout ça, on va aller le mettre à l'incinérateur. Moi, je vous dis, l'économie circulaire, on en est loin, hein. Regardez tout ce que je vous décris depuis tout à l'heure qui ne se recycle pas et qu'on ne peut pas réutiliser. On en est très très loin. Ça ne sera pas le miracle annoncé, l'économie circulaire, hein. Le recyclage est plus une illusion qu'une vraie solution pour demain. Il va d'abord falloir réduire notre consommation, d'abord. Bref, ces petits médicaments, moi je rêve d'avoir une pharmacie en vrac. Bonjour, j'ai 8 jours de traitement. Voilà, vos 8 pilules matin et soir, 16 pilules. Et je repars avec mon pilulier. Je n'ai pas d'emballage, j'ai la juste dose, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 15 à 20% des médicaments ne sont pas consommés. Et on va les brûler directement. Produire un médicament, c'est quelque chose d'ultra polluant pour le cycle de l'eau, hein. Voilà, des petites solutions comme ça qui me manquent. Et puis surtout, j'ai 3 grands problèmes qui sont l'ordinateur, le téléphone et la voiture. On a beau être écolo aujourd'hui, l'ordinateur, le téléphone et la voiture vont vous produire des déchets et vont surtout avoir une fin de vie qui n'est pas vertueuse. Aujourd'hui, les smartphones ne sont pas recyclés, d'accord? Les ordinateurs non plus, très peu. Surtout, on les renvoie en Chine et en Afrique, comme les 3 quarts de nos déchets électroniques aujourd'hui en Europe. Il existe des solutions. Il existe des solutions comme le Fairphone, par exemple, dont on a parlé, je crois, pendant ces jours-là. Un téléphone qui se répare, qui est sourcé équitablement, en partie, et puis surtout, qui va avoir une durée de vie très longue, 10, 15 ans. Complètement à l'opposé de l'obsolescence aujourd'hui programmée des différents iPhones ou autres.
Donc il existe une solution pour le téléphone, mais très peu développée, hein. Ça reste très embryonnaire, malheureusement. Peut-être que c'est un modèle d'avenir, je le souhaite. Pour les ordinateurs, c'est pareil. La plupart des ordinateurs, aujourd'hui, un PC, c'est 2-3 ans de durée de vie. On a un déchet et on va le recycler très très peu. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un assembleur qui vous fait un ordinateur, qui le répare, qui le met à jour, qui va le booster, le réparer, etc. et vous emmener à avoir un ordinateur pour 15 ans, 20 ans. La vie, pourquoi pas? On peut rêver. Et puis surtout, le gros souci aujourd'hui, c'est la voiture. Moi, j'habite à la campagne et je me retrouve évidemment avec une voiture. 2 voitures pour le couple et c'est complètement impossible de s'en passer. On monte tous les jours dans la voiture pour aller travailler à l'école, etc. Alors aujourd'hui, en ville, on peut s'en passer. On peut prendre le tram, on peut prendre le vélo, on peut prendre le métro. Ici à Paris, ne pas avoir de voiture, je crois que c'est plutôt la bonne solution et l'intelligence. Là où j'habite, et pour 52% des Français qui habitent en campagne, on n'a pas encore la solution. Et il va falloir qu'on la trouve rapidement. Parce que d'ici, allez, 30-40 ans, quand le baril sera à 300 $, ça va commencer à être compliqué à se déplacer en France pour aller travailler. Donc il va falloir qu'on travaille la solution. Elle sera sans doute collective plutôt qu'individuelle et électrique. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a mis en place pendant un an. Je suis désolé, il y a des bugs. C'est tout ce qu'on a mis en place pendant un an pour faire le zéro déchet chez nous. Alors quand on voit ça, on se dit waouh, la montagne, la montagne, la montagne. Évidemment, on n'a pas fait tout ça en une fois. J'en connais qui essayent de mettre tout ça en une fois. Ça s'appelle le burn-out du zéro déchet. Des fois, on a des mails, des gens qui disent ah mais j'ai explosé, mon mari m'a quitté. Non, alors on arrête. Ah, c'est vrai. Parce qu'il est rentré avec un paquet de chips. Donc, elle s'est énervée, évidemment. Non, mais c'est vrai, on ne se rend pas bien compte, le couple zéro déchet, il se passe beaucoup de choses. Donc il est arrivé avec un paquet de chips, alors, donc c'est parti en fight, et puis donc burn-out derrière. Il faut faire ça, évidemment, le zéro déchet, étape après étape. On a mis 3 ans pour arriver à un bocal, parce que petite habitude, après petite habitude, on a changé. Et c'est ça la question de l'écologie aujourd'hui, et du changement, c'est de changer ses habitudes. C'est bien pour ça que c'est compliqué l'écologie. Parce qu'on est des êtres d'habitude. On a un quotidien qui est calé. On fait la même chose à 80%, 95% pardon, que ce qu'on a fait la veille. On n'a pas envie de changer. C'est compliqué. Par contre, avec le zéro déchet, ce qui est intéressant, c'est qu'on change une petite chose. Tiens, aujourd'hui, je fais mon dentifrice. Je change. Et au bout de 2-3 semaines de ce dentifrice-là, on va garder cette habitude. Et puis, on va passer à une autre. Tiens, on va aller faire les courses là-bas pour le vrac. J'ai trouvé que ce magasin était bien. Tac, je change mon habitude et je la garde. Et petit à petit, cumulé, on a sa poubelle qui se réduit. Il faut être patient et évidemment indulgent. Je vous l'ai dit avec le conjoint, mesdames, s'il vous plaît, que c'est souvent le type de mail que l'on reçoit. Indulgent aussi avec sa famille, sa belle-maman, avec ses collègues de boulot. Vous l'avez vu, quand on est dans le zéro déchet, c'est pas simple. On voit plus la vie de la même façon. Vous avez vu, on les voit partout, les déchets. Non mais c'est vrai. C'est X-Files, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. On a l'impression qu'on peut plus rien acheter, on peut plus rien consommer, on devient chiant. Surtout, ne devenez pas chiant. N'agressez pas les gens, n'essayez pas de leur mordre le bras parce qu'ils ont pris un gobelet à la machine à café. C'est vrai, ça sert à rien. Non, mais ça ne fait pas avancer. Donc soyez vraiment indulgents, faites-le pour vous, changez vos habitudes. Et petit à petit, les gens vont vous voir autour et vont venir vous poser des questions en disant mais waouh, c'est super ce que tu as fait, mais comment tu as fait là pour le. Et c'est là qu'on va enclencher le changement, c'est ces gens-là. Évidemment, ça prend du temps. Bref, je vais essayer de conclure. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous, notre objectif de départ, c'était d'éviter le déchet. On était vraiment dans un objectif écologique. Ce qu'on voulait, c'était protéger notre planète. Et puis au bout d'un an, quand on a vu notre réduction et notre changement de mode de vie, on s'est dit waouh, est-ce que finalement notre mode de vie n'est pas plus durable? Donc on a voulu le mesurer, on a voulu le quantifier. Donc on a fait notre empreinte écologique, notre empreinte carbone, notre empreinte en eau et notre empreinte épargne. Ces 4 outils-là, vous les avez dans la conclusion de notre guide. On a voulu évaluer si vraiment on protégeait l'environnement, en tout cas si notre mode de vie est devenu plus durable. Alors, je vous ai mis notre bilan carbone familial. Et au miracle, quand on arrête de consommer, d'aller faire du shopping, quand on arrête d'acheter en magasin, quand on achète exclusivement d'occasion, quand on mutualise un maximum de choses dont on a besoin, on change complètement sa consommation et la quantité de CO2 que l'on peut émettre. On a réussi à passer dans notre consommation en dessous de la barre des 175 équivalents carbone par personne et par an. Cette barre qu'on devrait tous passer dans notre consommation pour juste arrêter de réchauffer la planète au-dessus des 2 degrés.
qui nous sont promis, même voire dépassés. En alimentation, c'est pareil, on a réussi, en passant bio, local, saison, à passer en dessous de cette barre. Effectivement, quand on sort de la grande distribution et qu'on va chez champs maraîchers, qu'on achète des produits qui sont fabriqués à 15, 40, 50 km autour de nous, avec un système agronomique différent, un système d'élevage différent, on décarbone complètement son assiette. On peut la diviser par 10, 12 ou 15. Et là, on a compté 3 fois de la viande par semaine. 3 fois de la viande, c'est ce que vous recommande l'OMS pour votre santé. Et c'est ce que je vous recommande aussi pour la planète. Aujourd'hui, 80% de la surface alimentaire agricole mondiale est dédiée à l'élevage. Ce n'est pas viable. 3 fois dans la semaine, c'est bon pour votre santé et vous voyez qu'on est sur un impact carbone qui est raisonnable, modéré. Voilà, vous avez compris, notre souci au niveau carbone, c'est essentiellement le transport. Mais je vous en ai parlé. Pour vous rappeler l'iceberg de début, je vous ai dit, on produit 590 kg de déchets par personne et par an en Europe pour 50 tonnes de ressources consommées. Voilà à peu près le ratio d'un individu en Europe, en tout cas en France, qui est dans la surconsommation et l'hyperconsommation dans laquelle on se trouve. Si je ne consomme plus, si j'achète d'occasion, si je relocalise mes achats, si je vais vers le bio, le local, le saison, et que je ne produis plus qu'un bocal d'1 kilo par an, évidemment, je ne consomme plus 50 tonnes de ressources. J'achète essentiellement d'occasion, beaucoup moins neuf, etc. J'émets beaucoup moins de CO2 du coup, puisque beaucoup moins d'objets transformés, beaucoup moins d'eau prélevée et polluée. En gros, en changeant son mode de consommation, en arrêtant de consommer, j'arrive à changer mon empreinte écologique. Je vous l'ai dit au début, on est la solution. Chacun individuellement, il va falloir être une part de la solution pour que collectivement, on arrive à changer notre empreinte écologique et notre empreinte sur la planète. L'avantage du zéro déchet aussi, c'est de dépenser moins. On a chiffré en 2 ans qu'on avait dépensé 30% en moins sur notre budget annuel. Évidemment, on a arrêté de consommer. Quand vous arrêtez de consommer, vous arrêtez de sortir de l'argent de votre compte. C'est aussi simple que ça. 30%, ça fait un beau temps partiel quand même. C'est quasiment 1 jour par semaine travaillé en moins. C'est ce qui s'est passé pour nous. On a travaillé moins. On vous dit tout le temps, le temps, c'est de l'argent. Non, l'argent, c'est du temps. Si vous voulez l'argent sur votre compte, pour pouvoir payer tout ça, il va falloir passer du temps au travail. On a dépensé moins, donc on a eu plus de temps pour nous. Et on est rentré dans un cercle vertueux. Ce temps-là, on a eu le temps pour aller faire des courses de frais, pour pouvoir fabriquer des choses, etc. C'est du temps gagné pour vivre autrement. Évidemment, on mange bio, local, saison sur la majorité de nos aliments, en tout cas les fruits et légumes. Donc on a détoxifié notre alimentation en cherchant juste, encore une fois, à faire du zéro déchet, c'est-à-dire l'enlever l'emballage. En enlevant l'emballage, vous avez compris, vous sortez des réseaux de grande distribution industrielle et vous allez vers une autre alimentation. Les gens vous disent « oui, le bio, c'est cher, moi je ne peux pas manger bio ». Effectivement, si vous faites le même caddie suremballé, transformé de produits de chez Auchan et que vous basculez en Biocoop ou dans un magasin bio, ça va vous coûter un bras. Il va falloir faire un crédit. Vous appelez directement le banquier à la caisse et j'en ai pour 600 €. Par contre, si vous achetez vos fruits et légumes, là, ma cagette, moi je mets à peu près 70 €, 80 € par semaine de fruits et légumes et on mange à 4 dessus pour la semaine. Donc la solution du bio, c'est des produits bruts. Voilà, on protège notre santé, je vous l'ai dit, l'alimentation, la cosmétique, l'hygiène, tous les vêtements neufs qui sont gorgés de produits chimiques, etc. Tout ça, on l'a enlevé de notre quotidien et on n'est pas peu fiers, d'abord pour la santé de nos enfants, de les protéger de tous ces produits-là qui, aujourd'hui, vous le savez, causent tout ce qu'on appelle maladies de civilisation, cancer, Alzheimer, autisme, Parkinson. Vous avez vu que l'Europe a reconnu il y a 3 semaines que Parkinson était lié aux pesticides. Merci pour les paysans, ils vont pouvoir avoir une assurance. Tous ces produits-là, on en a enlevé une très grande partie de notre vie quotidienne et je vous invite à faire la même chose pour protéger votre santé sur le long terme. Ensuite, le zéro déchet, ça fait du bien au mental. Ça fait psychologiquement du bien. Tous les gens qui se mettent au zéro déchet, et vous en êtes une grande partie ici dans la salle, nous disent « ça fait du bien, je suis acteur ». Je suis acteur du changement, je ne suis pas un consommateur mouton, je suis sorti de ce système-là, en tout cas en grande partie, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien et de me sentir capable d'être une part du changement, être capable de faire des choses, etc. Voilà. Et puis surtout, ça crée du lien. Quand on fait du zéro déchet, on se retrouve dans les ateliers, on se retrouve dans des groupes, des collectifs.
Et on change un peu. Moi, je reçois des mecs qui me disent des gens, mais vous avez changé notre vie, j'ai complètement changé, j'ai rencontré de nouvelles personnes. On change un petit peu les silos dans lesquels on est quotidiennement pour aller vers d'autres personnes et d'autres gens, le plus souvent en plus en local. Et puis la dernière chose dont je suis très fier aussi, alors pas du tout programmé au départ dans notre démarche zéro déchet. Ah, on a perdu quelqu'un. Au début, j'ai cru que c'était un but de Messi ou non. Ah, vous êtes toujours dans la conf, vous n'êtes plus dans le match, hein. Ça, c'est un truc, donc voilà, on est très très fiers, c'est qu'on a changé aujourd'hui dans notre système de consommation familiale d'économie. On est sur une économie qui est locale et résiliente. On a arrêté d'aller en grande distribution, je vous l'ai dit, et la plupart des réseaux industriels en est sortis. Ce qui signifie, par exemple, pour l'agroalimentaire, qu'on arrête d'acheter les produits que vous avez devant vos yeux. Je vous ai mis les 8 firmes agroalimentaires qui se partagent le gâteau mondial. Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever, Mars, Kellogg's, PepsiCo, Coca, Kraft. Le premier étant Nestlé, pesant 80 milliards d'euros annuels. D'accord. Quand vous allez en grande distribution, vous achetez ces produits-là. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez acheter un yaourt de chez Danone? Ce yaourt-là, il a été produit ici, sur le territoire? Non. Est-ce que la société qui vous le vend est située ici, sur le territoire? Non plus. Par contre, qu'est-ce qu'on vous laisse à gérer après? Les déchets. On vous laisse le pot de yaourt. Ça nous concerne. Et ça nous coûte 14 milliards d'euros annuels à gérer nos déchets en France. Ça, on nous le laisse. Alors, ils contribuent avec le point vert, vous savez, éco-emballage, qui est un programme pour contribuer. Ils contribuent à 500 millions d'euros, ces firmes-là. C'est-à-dire 5% de ce que ça nous coûte, nous, citoyens. D'accord? Pourtant, c'est leur emballage. Hein. Quand vous achetez ce produit-là, votre argent quitte le territoire. Il s'évade. D'accord? Alors quand vous achetez un produit chez votre maraîcher, quand vous achetez un produit chez votre boucher, chez votre fromager, qui est produit dans la région ou le plus local possible, votre argent va payer un travail qui est sur le territoire, va payer une PME, une coopérative ou un artisan qui est sur le territoire. Vous allez générer de la richesse. C'est un autre modèle économique. Rob Hopkins, que vous connaissez, qui a fondé le mouvement des villes en transition, vous savez, il y a qui a les lunettes dans le film Demain, qui fait un travail exceptionnel. Lui, il a chiffré sur sa ville de Totnes, où ils ont mis en place la transition, il a chiffré que chaque année, la population dépensait 30 millions de livres pour son alimentation. Ils ont chiffré que 22 millions de livres quittaient le territoire avec cette logique de grandes firmes agroalimentaires. Ils ont chiffré que juste 2 millions de livres annuels leur permettaient de basculer sur une autosuffisance des territoires et une production locale en seulement 4 ans, qu'on appelle les circuits courts. Donc, c'est possible, mais vous êtes, vous l'avez compris, un maillon de la chaîne, un peu comme le font les Marocains en ce moment avec nos amis de chez Danone. À nous de décider ce qu'on veut acheter. On me dit souvent, moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Pas du tout. On a un pouvoir, c'est le pouvoir d'achat. D'accord? On a le pouvoir d'acheter et d'encourager des filières. Quand vous achetez chez votre maraîcher local, vous encouragez une filière locale et quelqu'un qui travaille. Votre achat, c'est un système de vote. Enfin, et pour conclure, on me dit souvent, oui, mais moi, je n'ai pas envie de perdre mon niveau de vie avec ton zéro déchet, là, ta sobriété, ça ne m'intéresse pas. Alors, on n'a pas perdu en confort. Hein. On a toujours un toit, on a un frigo, une machine à laver, un lave-vaisselle, on a un canapé qui est absolument moelleux avec un super tapis devant, les enfants ont plein de jeux, etc. Je suis un privilégié, je fais partie des quelques pourcents de la planète qui habitent en France. Je suis un privilégié, d'accord? Juste par rappel, 3 milliards de personnes aujourd'hui sur Terre vivent avec 2 dollars par jour. Quel est leur niveau de vie à eux? Moi, je n'ai pas perdu du tout en niveau de vie et en confort. J'ai tout ce qu'il faut, je fais partie des privilégiés. Par contre, j'ai gagné en qualité de vie. Je vous l'ai dit, avec le zéro déchet, je dépense moins, je mange mieux, je détoxifie mon alimentation, je fais du lien social, je protège ma santé et l'environnement. J'ai gagné en qualité de vie. La sobriété volontaire, c'est tout sauf une perte de qualité de vie. Voilà. Et en plus, ça rend heureux. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Voilà, on a raconté toutes nos aventures sur un blog que vous connaissez peut-être qui s'appelle famille0déchet.com. Et on a raconté avec des petits articles et des dessins tout ce qui s'est passé pendant 3 ans, parce qu'on se pose tous un peu les mêmes questions, hein, concrètement. Donc,
Voilà, on a essayé de raconter tout ça, et puis bien sûr un guide pour vous faire gagner du temps et vous éviter de poser les questions que nous sommes, nous, posées au départ. Je ne sais pas s'il y a des questions, je crois pas, hein. Et comme j'ai été un peu plus vite, peut-être que... Parce que j'ai plus le timer depuis déjà 1 heure, alors je ne sais plus où j'en étais. Est-ce que Greensman a marqué? Non, parce que revenons à un truc prioritaire. Du coup, il nous reste combien de temps? Parce que j'ai pas le... Ah ouais? Parce qu'il a disparu. Ah, il se met en veille. Bonjour. Eh ben, on va pouvoir discuter, comme ça c'est cool. Bonjour, bonjour, je suis Isidore. Bonjour. Je voulais savoir, je pense qu'on est à peu près tous convaincus aujourd'hui et tous dans la démarche d'un point de vue individuel. Vous avez fait le livre, le blog. Est-ce que vous avez d'autres ambitions pour toucher encore plus de monde? Je pensais être maire de New York d'ici 3 ans. Non, alors en support, on produit un dessin animé pour les enfants, pour Gulli, tout ça. D'ici, j'espère, la fin de l'année, pour aller avec le livre des enfants. Donc on est très content que ce soit un support pédagogique. Il y a des petits tutos pour les enfants, donc ça sera chouette pour les éducateurs, les enseignants, etc. On est en train de finir un nouveau livre sur la transition écologique, pour aller au-delà du zéro déchet et être dans une démarche de transition complète en famille. Donc là, on est en train de le finir, il va sortir fin novembre. Et puis, donc voilà, ça c'est pour la sensibilisation. Et moi, je réfléchis à terme à aller en politique. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas qu'on s'y mette, parce qu'à un moment donné, non mais je croise beaucoup de personnel politique, j'en vois des très très bons, des moins bons, et je sais aujourd'hui qu'une bonne échelle pour agir, ce serait la communauté de communes. Et voilà, j'aimerais bien peut-être rentrer dans la communauté de communes en local pour essayer de faire booster les choses, mais pour l'instant, j'ai pas le courage. Non, j'avoue, il faut vraiment beaucoup de courage pour être élu. J'en doute pas. Ouais. Clairement, ouais, clairement. Surtout pour amener le changement, hein. Mais j'y pense, en me rasant. Ouais. Moi, il y a un point que j'avais adoré que votre épouse. Alors, il y a un point que j'avais adoré que votre épouse Bénédicte, elle avait dit dans Mille et une vies, c'était on passe plus de temps avec nos enfants. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la phrase forte. Est-ce que aujourd'hui vous dites aux gens, de par la sobriété volontaire que vous revendiquez, de dire aux gens, voilà, ça sert à rien de travailler 50 heures par semaine, se tuer à la tâche, pour finalement, on est fatigué, on passe pas de temps avec ses enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs, surtout en région parisienne, voilà, c'est métro, boulot, dodo, et c'est quelque chose qui est difficile encore, je trouve, à revendiquer. Est-ce que vous voyez des avancées là-dessus? Mais il n'y a pas à le revendiquer. C'est-à-dire que chacun, dans sa vie, à un moment donné de son chemin de vie, choisit de travailler plus ou moins. Moi, j'ai eu vécu le 15 heures par jour. J'étais à la tête de Mountain Riders, une ONG qui me prenait tout mon temps. J'avais des gens à manager, des projets, de l'argent. Je me suis éclaté à le faire, mais je bossais 15 heures par jour. Ouais, ouais. Et on ne peut pas jeter la pierre aux gens qui ont choisi aujourd'hui de travailler 15 heures. C'est leur choix, c'est leur chemin de vie. Évidemment, ils ne vont pas le faire pendant 40 ans, donc, ou je leur souhaite en tout cas. Et peut-être qu'à un moment donné, ils sortiront. Donc ça, il faut respecter que ces gens-là veulent travailler beaucoup parce que ça leur plaît, ou peut-être travailler pour gagner beaucoup d'argent, etc. Et donc ont peut-être moins de temps pour faire leur transition personnelle ou écologique. Mais voilà, dans ces chemins de vie, à un moment donné, on prend conscience. Et à un moment donné, on prend conscience, on voit un documentaire, une conférence, on rencontre quelqu'un, on lit un livre qui nous fait tilter, et puis on passe à l'acte. Mais ça, il faut le respecter parce que chacun arrive à un point où je pense que le zéro déchet, tu n'en faisais pas il y a 5 ans. Donc voilà, tu y es arrivé dans ton chemin de vie. Donc les gens qui travaillent beaucoup, peut-être qu'ils en reviendront, mais moi, je n'ai pas vocation à leur dire change ton mode de vie, c'est pas bon. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en faisant du zéro déchet, oui, on est dans ce que j'appelle un cercle vertueux, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est que on n'est plus dans je travaille beaucoup, du coup j'achète tout ce qui est suremballé pour gagner du temps, pour me permettre d'aller travailler, et voilà, c'est ce cercle-là. Évidemment, en faisant du zéro déchet, nous on a gagné de l'argent, donc on a travaillé un peu moins, on est libéraux tous les deux, donc aussi ça c'est important, ça nous permet de gérer notre temps. On a travaillé moins, ça nous a libéré du temps pour faire des trucs pour le zéro déchet, voilà. Et du coup avoir du temps pour nos enfants, et évidemment ça c'est un cercle vertueux. Et puis surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moins on consomme, moins on a besoin d'argent. Encore une fois, l'argent c'est du temps. Et je pense que le temps aujourd'hui, c'est le grand luxe et c'est la grande richesse. Devant l'argent, je pense même. On court tous après.
Bonjour, j'ai une question en fait. J'ai commencé à boire de l'eau en bouteille quand je suis tombée enceinte en 2009 parce qu'il y avait moins de produits dans cette eau-là que je pouvais ingérer, du type médicaments, etc. etc. Enfin, c'est une amie à moi qui m'en a parlé et du coup j'ai été convaincue. Et depuis en fait, j'ai pas cessé d'avoir cette mauvaise habitude d'acheter de l'eau en bouteille. Est-ce qu'il y a un système qui me permettrait d'être sûre que l'eau que je consomme, elle soit vraiment la plus comment dire, saine possible en étant en région parisienne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un système qui peut me permettre de, voilà, d'en être certaine aujourd'hui, du type à la maison, un truc qui serait à partir du robinet par exemple? Moi, partout où je passe, j'en suis à 160 confs en 2 ans. Là. Je fais un peu tous les territoires, en France, en Belgique. Partout où je passe, chaque soir où je passe, on me parle de l'eau. À chaque fois, on me dit oui, elle est polluée, etc. Est-ce que vous buvez du vin ou de la bière? Non. Non. Est-ce que vous mangez des fruits et légumes? Oui. Ou ils sont tous bio? Exclusivement, à 200%? Oui. Ok, donc ça c'est déjà une première chose, très bien. Est-ce que vous prenez du paracétamol? Est-ce que vous prenez des médicaments régulièrement? Rarement, très rarement. Du coup, donc tout ça vous l'avez enlevé. Il faut savoir que si vous buvez du vin, en tout cas j'en parle pour ceux qui boivent de tout ce qui est liquide, vin et bière, si votre vin n'est pas bio, d'accord, vous allez ingérer beaucoup plus de pesticides en buvant du vin qu'en buvant l'eau. Si le vin coulait au robinet, il serait interdit à la consommation. Vous avez des taux 3, 400, 500 fois sur du vin conventionnel que ce que boire dans l'eau au robinet. D'accord? Ça c'est la première chose. Donc déjà changer son mode de vie avec tout ce qu'on consomme avant de parler de l'eau. Ensuite, quand vous consommez une eau en bouteille en plastique, je vous rappelle que 93% des eaux en bouteille aujourd'hui contiennent du plastique. Donc quand vous buvez de l'eau en bouteille, vous buvez du plastique. Le phtalate, c'est un perturbateur endocrinien. Plus votre bouteille est molle, plus vous en consommez. Surtout si l'eau a chauffé dans les camions, etc., ou chez vous. Là, vous buvez du plastique. Ensuite, il faudra m'expliquer où est-ce que l'eau minérale est meilleure que l'eau au robinet. Aujourd'hui, on sait qu'une grande partie des eaux minérales ont du nitrate. Donc, je ne vois pas où est l'intérêt. Si vraiment, vraiment, vous voulez travailler sur votre eau au robinet, qui est essentiellement en France très bonne, très surveillée, potable, vous pouvez la boire sans jamais tomber malade. J'étais à Bordeaux la semaine dernière. C'est la meilleure eau de France. Elle est prélevée à 80 mètres de fond. C'est une eau qui est pure. Vous aurez, à part l'eau de pluie, vous n'aurez pas une eau qui est meilleure que celle-là. Donc faites confiance à l'eau du robinet. Et au pire, filtrez-la. Prenez une petite fontaine avec une céramique, un petit filtre avec des roches volcaniques et du charbon. Et là, vous aurez vraiment une eau qui est bonne. Mais je vous assure, et pour avoir habité à l'étranger et voir voyager beaucoup, je vous assure que l'eau au robinet en France, elle est très très bonne. Voilà. Et bien sûr, évidemment, l'eau en bouteille, l'eau minérale en bouteille en plastique est une catastrophe environnementale. Hein. En termes d'émissions de CO2, c'est une catastrophe. Donc, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette eau-là. Et honnêtement, au robinet, vous avez une autre qualité. Bonjour. D'abord, merci parce que Bonjour, votre livre, mademoiselle. il a totalement changé notre famille et nos habitudes de vie. Mais on a toujours un problème, c'est le lait. On n'arrive pas à éliminer les briques carton parce qu'on n'a pas de solution en verre, de consigne ou quoi, donc on ne trouve pas la solution. Est-ce que vous l'avez trouvé, vu que vous ne l'avez pas évoqué dans les problèmes qui vous restaient à éradiquer? Moi, j'ai 42 ans, en fait, j'ai arrêté ma croissance. Si. Pas bien haut, mais j'ai quand même j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, en fait, le lait, j'en ai pas besoin. Oui, mais vous avez des enfants, donc ils doivent bien Ils ont prendre 7 du et lait 10 aussi. ans, ils en ont plus besoin non plus. En fait, l'être humain, il commence une diversification alimentaire pour aller vers des fruits et légumes, etc., à peu près à 8-10 mois. Hein. Donc, en fait, on sort de l'allaitement à ce moment-là, on n'est plus censé avoir besoin de lait. Mais alors ça, c'est dur en France. Hein. Ça, c'est compliqué. Hein. Parce que ça fait quand même, depuis que vous êtes né, on vous dit c'est vos amis pour la vie. Hein. Il faut bouffer du lait. Hein. Avant, on en donnait, vous vous rappelez. Alors, jusqu'en 53, en France, on donnait un verre de vin aux enfants hein, en primaire. Si, 53. Et puis après, on a donné un verre de lait. Parce qu'il fallait reconstruire la France après la guerre, 39-45, on a manqué, hein, il fallait remettre les gens en forme, etc. Puis surtout, il fallait trouver des débouchés hein, pour certains circuits industriels. Donc, on a mis à l'école et puis là, on a commencé une grande campagne pour qu'on consomme tous du lait. Donc, évidemment, le lait de vache, a priori, tu n'en as pas besoin, j'en ai pas besoin. Le yaourt non plus. Lactose plus hormones, je ne te raconte pas la charge glycémique en fait. Hein, tu te mets une charge de sucre à la fin du repas.
Donc nous, on n'a plus ce problème-là, puisqu'on a sorti ces produits laitiers-là de notre vie, évidemment. On mange du fromage, essentiellement du chèvre et du brebis, puisque ce sont des laits qui sont maigres. Tu as remarqué, la chèvre, elle est plus près du poids d'un être humain que de la vache qui fait 500 kilos. Donc c'est bien aussi le zéro déchet, parce que ça réinterroge certaines pratiques. Ça réinterroge certaines choses qu'on a eu l'habitude. Le yaourt, le lait, je suis désolé, vous n'en avez pas besoin au niveau nutritionnel. D'accord ? Attention, là, les RG vont me tomber dessus demain. Voilà, tu n'en as pas besoin. Moi, je t'invite à réfléchir là-dessus. En tout cas, à réduire. Et puis, si tu veux trouver du lait près de chez toi, essaye de trouver une ferme avec ton AMAP, etc., qui va pouvoir te livrer avec des bouteilles consignées. Et ça, c'est encore le meilleur système. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez de tous les déchets que l'on peut jeter dans les WC et qu'on retrouvait après sur les bords de plage et autres, tels tampons, coton-tige et autres. Moi, dans mon métier au quotidien, j'ai tendance à dire aux gens de ne pas mettre ces déchets dans les WC pour éviter la pollution. Et vous ne dites pas de ne pas le faire, vous dites attention, quand vous les mettez, ça pollue. Est-ce que c'est une astuce dont vous parliez tout à l'heure pour ne pas être chiant et amener à conscientiser, ou c'est... Là, si t'as pas compris qu'il fallait rien mettre dans les toilettes aujourd'hui, je sais pas, non ? Vous avez compris ? Faut rien mettre dans les toilettes. Non, je n'ai pas été... Mais oui, t'as raison, c'est marrant, dis donc. Alors, je vais le dire comme ça. Je veux dire, il faut ne rien jeter dans les toilettes. C'est fou, ça fait 20 ans que je le dis, et tu vois, je m'en rends... Après, ça peut... Mais t'as raison, hein. Ouais. Je réfléchis, parce que c'est aussi une autre manière de faire réfléchir, parce que quand on dit aux gens de rien jeter dans les WC, ça marche pas. On continue à... moi, je travaille dans l'assainissement au quotidien, on continue à avoir des couches, des cotons-tiges ou des trucs complètement insolites en fin de chaîne d'épuration. Donc, dire de ne pas le faire, ça fonctionne pas. Est-ce que toi, ta façon de faire, attention, quand il pleut, ça déborde et ça retourne dans les bords de plage, est-ce que ça fonctionne mieux ? Je sais pas ce qui fonctionne. Quand j'ai commencé avec Mountain Riders en 2001, on ramassait les déchets sous les télésièges. Et on ramassait les mégots. Je crois qu'on a tout essayé sur Terre pour dire aux gens, jetez pas vos mégots des télésièges. Pour info, on a ramassé à peu près 30 000 sous un télésiège de 10 pylônes. 30 000 mégots. Je vous laisse imaginer déjà ce qui part dans le cycle de l'eau et puis ce qui va arriver dans le ventre des vaches pour que tu manges du reblochon nicotine. Hein, un myrtille, c'est chiant, c'est surfait. Nicotine, ça change. Et on a tout fait. On a mis des mégotiers en bas, on a mis ça dans des plexis en cube, on a fait des carottes de mégots glaciaires pour expliquer. On se baladait en mégots comme ça, on skiait en mégots sur les pistes pour dire. Je te jure, on a tout essayé et les mégots, il y en a toujours sur les télésièges. Donc, voilà, il faut répéter, il faut le dire, il faut qu'on le dise tous, il faut afficher, il faut ci, il faut ça. Je pense pas que ce soit un combat qui un jour se terminera. Moi, j'ai une question sur les fournitures scolaires en fait pour les enfants. Donc, je ne sais pas si du coup dans la région vous avez réussi à impulser une espèce de sobriété scolaire en fait par rapport aux fournitures, parce que entre les tubes de colle qui défilent, les ardoises Velleda et autres, c'est un peu, c'est un vrai sujet à mon sens. Ma maman de 4 enfants, c'est un vrai sujet. Complètement, merci. C'est un vrai sujet et ça nous a bien pris la tête. Aujourd'hui, on a réussi d'abord à changer les matières, c'est-à-dire que la première chose à faire quand vous achetez, c'est de ne pas acheter, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, des matières plastiques qui ne sont pas vertueuses, aller vers un rapporteur ou une règle qui soit en bois, qui soit costaud, donc pour allonger la durée de vie. C'est toujours la même chose, hein. Durée de vie, éco-conception, donc quelque chose qui soit labellisé et vertueux en fin de vie. Donc quand on achète une règle en bois ou un rapporteur en bois avec un label PEFC et qui dure 5 ou 10 ans, là vous avez gagné. Et on a réfléchi comme ça. C'est-à-dire qu'on a viré tout ce qui n'était pas recyclable, les spirales, les couvertures en plastique, les gommes qui puent, les stylos en plastique en tout genre. Tout ce qui est feutre, maintenant, on peut en trouver des rechargeables. Il y a un site qui s'appelle Ecobureau, ECOBURO. Tout est labellisé, tout est plus ou moins vertueux, en tout cas recyclable, rechargeable, etc. Il nous a resté... Enfin voilà, on a fait ça à peu près pour tout. Et on a acheté surtout du costaud. Et on s'est retrouvé à chaque année à réutiliser quasiment tout ce qu'on avait et à racheter 2-3 petits trucs. Les feutres, on a arrêté d'acheter les feutres par 100 Made in China qui au bout de 15 jours marchent plus. Tu te retrouves le dimanche à faire, il marche pas, marche. Du coup, on a acheté des feutres qui sont costauds, qui durent longtemps et donc par contre, on a mis le prix. Hein, c'est comme les poêles en cuivre, à un moment donné, tu mets le prix mais tu les gardes longtemps. Et voilà, à peu près chaque année, on renouvelle...
peut-être un stylo ou deux. Le gros problème, c'est l'effaceur. On a les stylos à plume qu'on recharge. Voilà. Mais bon, par rapport à tout ce qu'on avait avant, on n'a quasiment plus rien. Et la petite cartouche. Ouais. Oui, bah, par rapport à tout ce que tu peux générer à côté, c'est pas. Maintenant, il y a même des stylos qui se rechargent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis pour tout ce qui est classeur, le cartable, la trousse, encore une fois, aller vers du tissu, du costaud, du durable, quitte à faire ensemble avec les enfants. Allez, les feuilles transparentes, ça, il n'y en a plus chez nous. C'est tout des feuilles volantes. Oui, moi j'ai une question. Vous avez dit que vous achetiez du beurre et de la crème fraîche. Enfin, moi j'ai ce problème-là. Je n'arrive pas à trouver de solution. Même au marché, quand je suis allée chez le petit producteur qui faisait sa crème fraîche, il me la vend en pot en plastique. Donc je ne sais pas ce que vous avez trouvé comme solution. Il veut pas le bocal, le monsieur? Ben non. Ah, c'est déjà dans le pot en plastique en ouais. fait. Il l'a pas à la louche. Non. Donc je sais pas. Ben, il faut chercher dans votre coin, demander à votre, oui, à votre ama. Alors en plus ça c'était en vacances parce que dans mon coin j'ai pas du tout trouvé de crémier au marché ou. Enfin... Après nous la crème on en achète, je sais pas, tous les 2 mois. Enfin on arrive à vivre sans crème déjà, ça c'est sûr. Ça reste du lait de vache hein, a priori à force du contraire. Mais... Donc ça on peut le réduire encore une fois sur une même démarche, hein, essayer de réduire d'abord et puis essayer de chercher, bah oui en local, demander à votre fromager. Si vous avez un petit fromager qui est sympa, et peut-être qu'il va se poser la question, si plusieurs personnes lui demandent, et il va réussir à avoir un fournisseur. C'est aussi ça, à un moment donné, en tant que citoyen, on demande des choses. Voilà, souvent, on me demande le papier toilette. Si tous les personnes qui vont dans le magasin de vrac demandent tous du papier toilette en vrac, vous allez l'avoir au bout d'un moment donné. C'est la demande qui fait l'offre. Et ça, c'est une partie du changement écologique et du changement de société, ça va être l'offre et la demande. Hein. C'est-à-dire que nous, citoyens, si on demande autre chose, forcément, l'offre va changer. Donc je pense qu'il faut demander et chercher, mais ouais, effectivement, je ne sais pas où vous habitez, c'est la solution. En tout cas, réduire déjà la consommation, ça sera déjà une première solution. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je fais partie du groupe local Zéro Déchet Toulon et on aimerait savoir si vous vous déplacez toujours en province, vous trouvez le temps. Ah non, Toulon, j'y vais pas. Et si vous vous déplacez un jour, ben, comment on vous contacte et comment ça peut s'organiser? Je pars la veille parce que je suis en vélo. Ouais. Non, vous allez sur notre blog, il y a un petit mail. D'accord. Merci. Avec plaisir. C'est bon. Vous avez parlé beaucoup du quotidien, un petit peu moins des vacances, c'est important les vacances, ou aussi quand on part en week-end, à l'extérieur de la maison, parce que faire voilà, en déplacement, faire les choses chez soi c'est facile, avec les producteurs autour de chez nous ça va, mais alors dès qu'on sort de sa zone de confort, c'est plus compliqué. On a fait le test. Et on a fait un article sur le blog, d'ailleurs vous irez le voir. On est parti en itinérance en camping-car dans le nord de l'Espagne, Asturies, Cantabrie, Galice, c'est absolument magnifique, vraiment je vous invite à le faire. Et on s'est donné un mois en disant on va essayer de ne pas faire de déchets. On a fait un petit pot de confiture de déchets, un petit bocal pour l'été. Donc comment on a fait? Déjà on est parti avec une petite caisse, avec nos produits de base, le vinaigre, le bicarbonate, ce qu'on a besoin pour nettoyer, faire notre dentifrice, etc. On s'est fait c'est pas énorme, hein, ce qu'il faut emmener, 3-4 pots. Vraiment, la base, on l'a emmené. Évidemment, le kit course avec le panier et tout ce qu'il y a dedans, Tupperware, sac à vrac, etc. Et puis surtout, on a eu une autre démarche. C'est-à-dire que quand on arrivait à chaque fois dans un village, on a cherché le marché. C'est-à-dire qu'on a regardé sur Internet, on est allé voir, on a demandé aux gens, aux mairies, et on s'est retrouvé en fait à découvrir l'Espagne autrement. Et ça, c'était une super opportunité, puisque à chaque fois qu'on est arrivé dans un village, les camping-cars, vous savez, ils vont aux premières grandes surfaces qui arrivent pour retrouver les mêmes produits en rayon qu'ils ont chez eux. Et nous, on est arrivés, à chaque fois, on se garait, on prenait les vélos et on cherchait où était le marché, où sont les petits commerçants, etc. En plus, en Espagne, ce qui est bien, c'est qu'ils mangent beaucoup de haricots, tout ça. Et ils en ont toujours dans leur petit commerce, etc. Il y a toujours des sacs à vrac avec des haricots, etc. Et à chaque fois qu'on arrivait avec nos petits sacs en tissu, tout le monde disait « mais oui, c'est trop bien, il n'y a pas de problème ». Donc, non seulement on a trouvé les solutions, juste en s'organisant un petit peu avant, mais le kit course, vous le mettez dans le coffre comme à la maison, c'est pareil, en cherchant en arrivant, et je vous dis, le truc qui a été génial, c'est qu'on a complètement découvert les lieux
autrement. Grâce au zéro déchet, on allait rentrer beaucoup plus en profondeur dans les villages qu'on a traversés et on a rencontré des gens extraordinaires. On s'est retrouvé chez une productrice les petits poivrons espagnols, vous savez, les petits poivrons. Elle en avait des brassés comme ça, du coup on s'est retrouvé chez elle. On s'est retrouvé chez un producteur de jus de pomme et de vin qui faisait lui-même avec la bouteille sans étiquette. Et du coup, ça a été un autre tourisme, un peu plus près du voyage que du tourisme et de la consommation. Mais du coup, en faisant le zéro déchet, c'est possible d'abord à l'étranger, et ensuite, vous allez gagner, encore une fois, de toute façon, en faisant le zéro déchet, on gagne tellement de choses. Là, c'est une autre découverte, un autre voyage. C'est possible. Et puis la glace, pas acheter celle avec l'emballage, le Magnum triple sucre, là, mais plutôt aller chez le producteur qui te la met sur le cône, tout ça. Mais c'est une petite démarche de je fais l'effort de, mais on est récompensé après. On trouve autre chose. Bonjour. Bonjour. En lisant votre bouquin, en fait, on sent vraiment que vous vous êtes marré en famille à faire ça, et que c'était vraiment une expérience assez familiale, et c'est super cool parce que ça se ressent vraiment de par le franc-parler, Merci. de par les dessins. Comment vous avez réussi à insuffler ça en fait dans cette expérience? Parce que quand je parle du zéro déchet, j'ai du mal à montrer que c'est fun. Et des fois, j'ai du mal à le croire moi-même quand je galère avec mes recettes, etc. Je sais pas comment vous le ressentez, quoi. Et comment vous avez réussi à garder cet aspect ludique et vraiment cool, quoi, qui fait que, au final, on se sent bien en le faisant, quoi. T'as l'air d'être un mec cool, donc tu le vis cool. Non, mais viens comme tu es, quoi, hein, comme dirait, tu sais. Mais en zéro déchet, c'est pareil. Mais non, oui, moi, je trouve pas ça chiant du tout. D'abord, j'adore cuisiner. Les gens me disent, ouais, mais il faut cuisiner. Mais moi, j'adore ça. J'adore cuisiner, j'adore me retrouver le soir avec ma petite musique. J'écoute beaucoup de musique, donc toujours mon petit Bose dans la cuisine. J'ai ma musique, j'ai mon petit verre de vin parce qu'on découvre une AOC tous les soirs. Je dis, ma femme est alcoolique, c'est insupportable. Et les enfants jouent et ils viennent faire des trucs des fois. Ma fille, en ce moment, elle adore assaisonner les salades, donc vas-y, que je te mets de l'origan, des trucs. Enfin, c'est un moment de vie, il n'y a pas de télé chez nous, du coup c'est un moment de vie et hyper important. Et pour moi la cuisine, je l'ai vécu comme ça avec ma mère et mes tantes et ma grand-mère, etc. La cuisine c'était le lieu d'abord où tous les dossiers étaient ouverts, tu sais, les dossiers féminins, et j'apprenais tout, moi, oui, c'est ça, ouais. Donc le moment de la cuisine pour moi ça a toujours été hyper important et là pour moi c'est de la qualité de vie. Après tout ce qui est recettes, etc., où tu dis t'es chiant, aujourd'hui je fais quasiment plus rien. Parce que quand on a lancé il y a 4 ans les recettes, il n'y avait pas de magasin de vrac, il y avait quasiment très peu d'offres. Il y avait la Biocop, il y avait 4 silos, c'était compliqué. Là aujourd'hui, les magasins de vrac, je crois qu'il y en a 250 cette année, c'est un truc de dingue. Donc du coup, tu retrouves ta lessive en vrac maintenant, tous tes savons, tous tes produits. Enfin, je veux dire, si tu veux ne plus fabriquer, ne plus faire du do-it-yourself à la maison, tu peux. Hein. Du coup, on a vachement réduit. Hein. Je fais très très peu de choses aujourd'hui. Le dentifrice, la poudre lave-vaisselle, je crois que c'est quasiment tout ce que je fais. Tout le reste, maintenant, tu l'as en vrac, éco-labellisé. C'est cool, hein. Moi, la lessive, on a commencé à la faire il y a 12 ans. Je faisais pour Surfrider, je travaillais sur un programme de la qualité de l'eau et des cours d'eau. Et j'avais pris conscience à l'époque des phosphates, des phosphonates, etc. Donc, on avait commencé à faire notre lessive comme ça, il y a une dizaine d'années. Et alors, je peux te dire qu'on en a expérimenté des lessives. Aujourd'hui, je ne suis même plus obligé de le faire, quoi. Génial. Mais oui, c'est fun, le zéro déchet, évidemment. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah. Non. Est-ce que Greensman a marqué? Bon, mais cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Où est Bob? Bob, reviens, s'il te plaît. Bob, où es-tu? Ah! Justine, les moments zéro déchet d'Orléans, merci. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir fait l'amitié de venir à nouveau au festival. Merci pour cette présentation dynamique aussi qui a réveillé un petit peu tout le monde dans cette chaleur torride de l'après-midi.